Mon père m'a ordonné de régler la dette de 800 000 € de ma sœur pour le lendemain, sans délai. J'ai souri et accepté. 4 heures plus tard, j'étais à l'aéroport. Venu chercher l'argent, il n'a trouvé qu'une boîte dont le contenu l'a fait hurler. 3 coups secs ébranlèrent ma porte. Il ne sonnait pas comme une visite amicale. Il sonnait comme un verdict. J'étais dans mon bureau, une petite pièce à l'arrière de ma maison qui donnait sur un jardin tranquille. Les seuls sons étaient le doux cliquetis de mon clavier et le ronronnement du réfrigérateur dans la cuisine. Je travaillais depuis 10 heures d'affilée pour finaliser une proposition pour un nouveau projet de développement commercial. Les chiffres sur l'écran étaient nets et ordonnés. Ils avaient du sens. Ils tombaient juste. Ma vie, pour l'essentiel, me semblait pareille. Calme, ordonnée, mienne. Les coups retentirent à nouveau, plus fort cette fois. Impatiente. J'ai soupiré et repoussé ma chaise. Je savais qui c'était. Personne d'autre au monde ne frappait à ma porte avec une telle arrogance. J'ai traversé ma maison silencieuse, mes pieds nus froids sur le parquet. J'ai pris une profonde inspiration avant de tourner la poignée, me préparant non pas à un combat, mais à une performance. Quand j'ai ouvert, mon père, Jacques Dubois, se tenait là. C'était un homme qui occupait plus d'espace que son corps n'en exigeait. Son costume était cher, son expression était sombre, et dans sa main il tenait un élégant porte-document en cuir rempli de chiffres que je savais être désordonnés et arrogants. Il ne me regardait pas comme une fille, mais comme une ressource. « Claire », dit-il, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. C'était la même voix qu'il utilisait pour conclure des marchés et intimider les jeunes associés. « Papa », ai-je répondu, mon ton parfaitement neutre. Je ne l'ai pas invité à entrer. Derrière lui, ma sœur Marion se tenait en retrait. Elle était passée maître dans l'art de paraître fragile avec ses grands yeux de biche et son talent pour faire passer ses problèmes pour de délicates tragédies. Aujourd'hui, elle s'était surpassée. Elle ressemblait à une fleur fanée, sa main agrippant le bras de mon père comme si elle pouvait s'effondrer sans son soutien. Elle portait un manteau que j'avais probablement payé. « Il faut qu'on parle », dit mon père, me bousculant pour entrer dans le vestibule. Il n'attendit pas d'invitation. Il ne le faisait jamais. Marion se glissa derrière lui, évitant mon regard. Il entra directement dans mon salon et posa le porte-document sur ma table basse en verre. Le son fut comme une fissure nette dans le silence. Il se tenait au-dessus. Un général inspectant un champ de bataille qu'il était certain de gagner. « J'ai besoin de l'argent demain », ordonna-t-il. Il ouvrit le porte-document. À l'intérieur se trouvaient des relevés, des lettres et des mises en demeure. Le chaos imprimé en noir et blanc. 800 000 €. La dette de Marion. Il ne peut y avoir de retard. 800 000. Le chiffre flottait dans l'air, obscène et absurde. Je n'ai pas réagi. J'avais appris il y a longtemps que réagir lui donnait du pouvoir. J'ai regardé par-delà lui, vers ma sœur. Elle a finalement croisé mon regard, ses yeux s'emplissant de larmes bien répétées. « S'il te plaît, Claire », murmura-t-elle. Le murmure était la partie la plus mortelle de leur numéro. Il était conçu pour me faire sentir comme la cruelle, celle qui avait un cœur de pierre. Il était destiné à déclencher une vie entière de culpabilité. Pendant des années, cela avait fonctionné. Mon père me vit la regarder et sa mâchoire se crispa. « Ce n'est pas une négociation, dit-il. C'est la famille. Thierry a perdu son travail. Ils ont pris du retard. C'est parti en vrille. Il faisait sonner ça comme une catastrophe naturelle, comme une inondation ou un incendie. Inévitable, sans responsable. Mais je pouvais voir les noms sur les relevés de cartes de crédit de l'autre côté de la pièce. Des grands couturiers, des complexes hôteliers de luxe, des restaurants que je savais facturer 500 € par couvert. Ce n'était pas une vrille. C'était un piquet, exécuté avec style. Je me suis approché de la table et j'ai regardé les papiers. J'ai vu des contrats de prêt, des pertes de jeu d'un compte en ligne au nom de Thierry, et une seconde hypothèque sur leur maison. Une maison pour laquelle je leur avais donné la compte comme cadeau de mariage. Un cadeau qui était censé leur donner un départ, pas une ligne de crédit. Au bas d'une des demandes de prêt, j'ai vu la signature de mon père en tant que co-signataire. Il avait garanti leur dette, sachant pertinemment qu'il n'avait aucune intention de la payer lui-même. Il la garantissait avec mon argent. Il la garantissait avec mon avenir. Il s'attendait à ce que je sois en colère.
Il était préparé à un combat. Un combat qui se terminerait avec Marion en larmes, lui criant à propos de la loyauté, et moi finissant par signer un chèque pour que tout s'arrête. C'était la danse familière. Mais je n'étais pas en colère. Je n'étais pas blessé. Je ne ressentais rien du tout. C'était l'étrange calme vide qui vient quand on confirme une vérité qu'on a toujours su mais jamais voulu admettre. La machine fonctionnait simplement comme prévu. J'étais le fond d'urgence. J'étais le filet de sécurité. J'étais celle qui était assez forte pour porter le poids de leur faiblesse. J'ai levé les yeux des papiers et j'ai rencontré le regard dur de mon père. Puis j'ai regardé Marion, qui tordait maintenant un mouchoir entre ses mains. Elle paraissait si petite. C'était une illusion qu'elle avait perfectionnée pendant 30 ans. J'ai senti une petite courbe étrange au coin de mes lèvres. Ce n'était pas tout à fait un vrai sourire. C'était juste assez pour le rendre nerveux. Il a changé de pied, sa confiance vacillant une fraction de seconde. Il ne savait pas quoi faire de mon calme. Il ne savait gérer que ma résistance. D'accord, dis-je. Le mot était si simple, si silencieux. Il atterrit dans la pièce et absorba toute l'attention. Marion laissa échapper un souffle tremblant de soulagement. Les épaules de mon père se détendirent, un air suffisant de victoire s'installant sur son visage. Il avait gagné. Il gagnait toujours. Bien, dit-il en refermant brusquement le porte-document. Je t'enverrai les informations pour le virement demain matin. Ne sois pas en retard. Il se retourna et se dirigea vers la porte. Marion le suivit, s'arrêtant un instant pour me regarder. Merci, Claire, dit-elle, sa voix épaisse de ce qu'elle pensait probablement être de la gratitude. Tu nous sauves. J'ai simplement hoché la tête. Je les ai regardés descendre l'allée vers leur voiture de luxe, le bras de mon père protecteur autour des épaules de Marion, protégeant la fragile d'un monde qui n'était dur que parce qu'il refusait d'être fort. J'ai fermé la porte et les verrouillé. Le silence de la maison revint en force, mais il était différent maintenant. Il n'était pas paisible. Il était vide. Je suis resté là longtemps, juste à inspirer, expirer. Puis je suis retourné à la table basse et j'ai regardé le porte-document en cuir. Il ressemblait à une pierre tombale, un marqueur pour la personne que j'étais. 4 heures plus tard, je me tenais sous le bourdonnement fluorescent de l'aéroport international. J'avais une petite valise, mon ordinateur portable et un sac à main. Je n'avais pas de destination en tête, seulement une résolution aussi dure et claire que du verre. Je ne fuyais pas. Je réécrivais l'histoire. Et dans cette version, je n'étais plus ni la méchante ni la sauveuse. J'étais juste parti. En grandissant, j'ai appris que dans notre maison, l'amour était conditionnel. Ce n'était pas une couverture qui vous tenait chaud. C'était une récompense que vous méritiez. Les règles étaient simples. Si Marion pleurait, mon père arrangeait ça. Si je réussissais, il appelait ça de la frime. Il y avait 2 rôles disponibles dans la famille Dubois, la fragile et la forte. Les rôles ont été attribués très tôt et ils étaient permanents. Je me souviens quand j'avais 10 ans et Marion 8. Elle voulait un nouveau vélo pour son anniversaire, un rose spécifique avec des serpentins. Mon père a passé des semaines à le chercher. Quand il l'a finalement trouvé, il le lui a présenté comme un joyau de la couronne. Son sourire était sa récompense. Le même mois, j'ai gagné le concours scientifique national. Mon projet portait sur la thermodynamique, et j'y avais travaillé pendant des mois, restant tard après l'école, lisant des livres de la bibliothèque jusqu'à en avoir mal à la tête. Quand je suis rentré à la maison avec le ruban bleu et un petit trophée, je l'ai posé sur la table de la cuisine pour qu'il le voie. Il y a jeté un coup d'œil en rentrant du travail. Encore un, dit-il en desserrant sa cravate. Tu ne crois pas que tu en fais un peu trop, Claire? C'est bien d'être intelligente, mais personne n'aime les frimeuses. Il n'a jamais posé de questions sur le projet. Il n'a jamais lu le résumé. Le trophée est resté sur la table pendant 3 jours avant que je ne le prenne discrètement pour le mettre au fond de mon placard dans ma chambre. J'avais appris ma leçon. Mes réussites n'étaient pas une source de fierté pour lui. Elles étaient un fardeau. Elles mettaient Marion mal à l'aise. Et rien n'était plus important que de protéger les sentiments de Marion. Quand notre mère est morte, j'avais 16 ans. Elle était le tampon, la douceur de notre famille. Sa mort n'a pas brisé mon père. Elle l'a endurci. Il ne s'est pas effondré. Il a redirigé toute son attention,
tout son besoin de contrôle vers la protection de la fragile. Marion a pleuré pendant des semaines et il l'a tenue dans ses bras. Il l'a retirée de l'école. Il lui a acheté un poney. Il a satisfait son chagrin. Je n'ai pas pleuré. Pas là où il pouvait le voir, en tout cas. Je faisais mon deuil dans ma chambre, tard le soir, un oreiller pressé contre mon visage. J'ai géré les plats apportés par les voisins. Je me suis assuré que les factures étaient payées depuis le compte courant de ma mère. J'ai organisé les faire-part de décès. J'étais forte et donc j'étais ignorée. Mon chagrin était un inconvénient. Mon père avait besoin que je sois le pilier stable pour pouvoir consacrer toute son énergie à soutenir celui qui penchait. Cette dynamique n'a jamais changé. Elle a juste grandi avec nous. Je suis devenue la pourvoyeuse, le fonds d'urgence, la sauveteuse silencieuse. Ça a commencé petit. Quand Marion était à l'université, elle m'a appelé en pleurant parce qu'elle était à découvert et ne pouvait pas payer ses manuels. Ne le dis pas à papa, m'avait-elle supplié. Il serait tellement déçu de moi. Alors, je lui ai viré l'argent. C'est devenu une habitude. Des réparations de voitures, un loyer, un voyage de vacances de printemps qu'elle jurait être pour le réseautage. Chaque fois, c'était un secret, une petite conspiration entre nous qui gardait son image parfaite aux yeux de notre père et solidifiait mon rôle de poutre de soutien invisible. J'ai payé mes propres études universitaires avec des bourses et 2 emplois à temps partiel. J'ai obtenu mon diplôme en tête de ma promotion en commerce et j'ai créé ma propre société de conseil financier à l'âge de 25 ans. J'étais doué avec l'argent parce que je devais l'être. Je connaissais sa valeur parce que j'avais gagné chaque euro moi-même. Mon succès, cependant, était traité comme un service public. Quand Marion a voulu acheter une maison avec son nouveau mari, Thierry, ils n'ont pas pu obtenir de prêt. Je ne leur ai pas seulement donné la compte. J'ai acheté la maison par le biais de ma SARL et j'ai créé un contrat de location-accession pour eux avec des conditions si généreuses qu'elles étaient pratiquement un cadeau. C'était plus propre comme ça. Je me suis dit que c'était une transaction commerciale. Mais ce n'était pas le cas. C'était juste un autre maillon de la chaîne. Mon père m'a loué pour ma générosité. C'est ce que fait la famille, dit-il en me tapant sur l'épaule. Les forts s'occupent des faibles. Il le disait comme un compliment, mais cela ressemblait à une condamnation à perpétuité. Puis vint le mariage. Marion voulait un conte de fées. Mon père voulait le lui offrir. Mais ses propres finances étaient un enchevêtrement de placements risqués et de dépenses de train de vie. L'attente est donc retombée sur moi. Le lieu de réception, la robe de haute couture, le gâteau à 10 étages. J'ai tout payé discrètement, légalement, par l'intermédiaire de mon entreprise. Aux yeux du monde, mon père passait pour le patriarche généreux organisant une fête somptueuse pour sa fille bien-aimée. Seules quelques personnes connaissaient la vérité. Chaque chèque que je signais me donnait l'impression d'effacer une petite partie de moi-même. Je n'étais plus Claire Dubois, la femme d'affaires prospère. J'étais juste une fonction, une solution, un compte en banque ambulant avec une obligation familiale attachée. La phrase préférée de mon père était « la famille d'abord ». Il le disait à chaque dîner de fête, à chaque anniversaire. Mais il ne parlait jamais de la famille dans son ensemble. Il parlait de la hiérarchie familiale. Il voulait dire que mes besoins, mon argent, mon avenir passaient après les désirs de Marion. J'étais la première sur la liste pour les sacrifices, mais la dernière sur la liste pour recevoir. Je n'étais pas une fille. J'étais un actif. Et ce soir, quand il s'est tenu dans mon salon et a exigé près d'1 million d'euros, il ne demandait pas de l'aide. Il encaissait son investissement. Le prix à payer pour être la forte était finalement devenu trop élevé. Après leur départ, je n'ai pas bougé pendant un long moment. Je suis juste resté debout au milieu de mon salon, à écouter le silence. La maison semblait immense et vide. Sur la table basse, le porte-documents en cuir reposait comme un trou noir, absorbant toute la lumière de la pièce. J'ai ressenti une étrange attraction envers lui. La même curiosité morbide qui vous pousse à regarder la scène d'un accident. J'avais besoin de voir les dégâts de près. Je me suis préparé une tasse de thé, mes mains bougeant en pilote automatique. J'ai ramené la tasse chaude sur le canapé et je me suis assise, la posant soigneusement sur un sous-verre. J'ai fixé le porte-documents pendant encore 1 minute, puis j'ai tendu la main et l'ai ouvert. La première page était un résumé, une lettre soigneusement dactylographiée d'un cabinet d'avocats dont je reconnaissais le nom comme l'un des plus agressifs de la région en matière de recouvrement de créances.
La lettre était adressée à mon père, Jacques Dubois, et à M et Madame Thierry Lafarge. C'était une dernière mise en demeure avant poursuite judiciaire. Le montant en bas était de 812 462 €. Mon père ne m'avait même pas dit le montant total. Il avait arrondi à la baisse comme si cela rendait la demande plus raisonnable. J'ai commencé à parcourir les papiers un par un. C'était une feuille de route de décision terrible. Il y avait 6 cartes de crédit différentes, toutes au maximum de leur plafond. J'ai parcouru les relevés détaillés. C'était un flot de noms de créateurs. Gucci, Prada, Louis Vuitton. Il y avait des frais de spa à Gstad, d'hôtel 5 étoiles à Saint-Tropez, et d'une bijouterie de la place Vendôme à Paris pour un seul achat de plus de 30 000 €. C'était le florilège d'une vie que non seulement je finançais, mais que je ne vivrais jamais moi-même. J'étais trop pragmatique, trop occupé à travailler. Puis j'ai trouvé les relevés du casino. Ils provenaient d'un site de jeux offshore lié au nom de Thierry. Les pertes étaient stupéfiantes. Des milliers d'euros perdus en une seule nuit. Nuit après nuit, il avait couru après ses pertes, creusant le trou de plus en plus profondément à chaque pari désespéré. Et Marion avait été là avec lui, masquant leur panique avec des sacs à main à 1000 €. Le pire, c'étaient les contrats de prêt. Ils avaient pris une seconde hypothèque sur leur maison, la maison que je les avais aidés à acheter. Ils avaient emprunté sur mon cadeau. Ils avaient transformé une fondation en garantie pour leur chaos. Le taux d'intérêt était prédateur. Ils devaient être désespérés. Et au bas de ce contrat, juste à côté des signatures de Marion et Thierry, se trouvait celle de mon père. Jacques Dubois, co-signataire, garant. Il avait signé de son nom, s'engageant à couvrir leurs dettes s'ils faisaient défaut. Mais je savais ce que sa signature signifiait vraiment. Ce n'étaient pas ses propres actifs qui l'engageaient. C'étaient les miens. Il était entré dans cette banque, avait regardé ce conseiller de près dans les yeux, et avait signé une promesse qu'il s'attendait pleinement à ce que je tienne. Il avait utilisé son nom pour mettre en jeu mon argent. C'était la trahison ultime. Ce n'était pas seulement de la complaisance envers sa fille préférée. C'était une décision commerciale calculée. Il avait évalué le risque, regardé ses actifs, regardé mes actifs, et décidé que c'était un pari sur parce qu'il m'avait, moi. J'étais sa police d'assurance ultime. J'ai senti un froid se répandre dans ma poitrine. La narration disait que je n'étais pas en colère, et c'était vrai. La colère est une émotion chaude et désordonnée. C'était quelque chose de différent. C'était la clarté froide et dure d'une réponse finale. Pendant des années, je m'étais raconté une histoire. L'histoire était que mon père m'aimait, mais qu'il s'inquiétait pour Marion. Qu'il comptait sur moi parce qu'il était fier de ma force. Que notre famille était dysfonctionnelle, oui, mais maintenue ensemble par un amour compliqué. Cette histoire était un mensonge. Ce dossier était la vérité. La vérité, c'est que je n'étais pas une fille pour lui. J'étais un outil. Mon succès n'était pas une source de fierté. C'était une ressource à exploiter. Il ne m'aimait pas pour ma force. Il m'appréciait pour mon utilité. Il avait élevé une fille pour être une princesse et l'autre pour être une bête de somme pour payer le château. Il s'attendait à ce que je cède comme je l'avais toujours fait. Il s'attendait à des larmes, des disputes, puis finalement à la soumission. Il s'attendait à un virement de fonds le matin et à un dîner de famille tendu dimanche prochain où nous ferions tous semblant que rien de tout cela ne s'était produit. Il s'attendait à ce que j'absorbe cette crise comme j'avais absorbé toutes les autres. Il me dirait que c'était pour la famille. Il utiliserait le mot amour comme une arme. Il essaierait d'envelopper cette transaction dans une vie entière de culpabilité. Mais en regardant les chiffres froids et durs, je ne ressentais rien. La culpabilité avait disparu. L'obligation avait disparu. Toutes ces années à essayer de gagner son approbation, à espérer qu'il me verrait enfin, me semblaient stupides. Il m'avait toujours vu. Il m'avait vu exactement pour ce que j'étais pour lui, une solution à un problème. J'ai fermé le porte-document. Le spectacle était terminé. La représentation était finie. Je n'avais plus à jouer mon rôle. Je n'étais pas en colère. J'en avais fini. À minuit, la décision s'était cristallisée. Ce n'était pas un choix frénétique et émotionnel fait sous le coup de la colère. C'était une conclusion calme et logique. C'était une décision commerciale. L'entreprise familiale était devenue un mauvais investissement, et il était temps de s'en défaire.
Je suis allé dans mon bureau, la même pièce où j'avais bâti mon succès, et je me suis assise à mon bureau. La proposition sur laquelle je travaillais était toujours à l'écran. Un projet construit sur la logique, la structure et des limites claires. Ma vie avait besoin de la même chose. Mon premier appel fut pour Laure Bernard. Laure était plus que mon avocate. Elle était ma plus vieille amie. Nous nous étions rencontrés à l'université. Deux boursières essayant de naviguer dans un monde où nous n'étions pas nés. Elle avait vu de près la dynamique de ma famille. C'est elle que j'appelais après chaque fête, chaque anniversaire, chaque nouvelle urgence financière. Elle m'avait écouté pendant des années. Son conseil était toujours le même. Tu ne peux pas t'immoler par le feu pour les garder au chaud, Claire. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix pâteuse de sommeil. J'espère que c'est important. C'est moi, dis-je. Il y eut une pause et je pouvais l'entendre s'asseoir dans son lit. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant, demanda-t-elle, soudainement bien réveillée. Il est venu chez moi avec Marion. Ils ont besoin de 800 000 euros. Pour demain. Je l'ai entendu expirer lentement. C'était un son de résignation lasse. Donc, un mardi comme les autres, dit-elle sèchement. Puis son ton a changé. Il est devenu vif, concentré. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, d'accord. Pendant un instant, il n'y eut que le silence sur la ligne. Puis sa voix revint, douce et pleine d'espoir. Dis-moi que tu le fais enfin, Claire. Dis-moi que tu en as fini. J'en ai fini de financer leur chaos, ai-je répondu, ma voix stable. J'ai besoin de ton aide. Je veux les couper complètement, légalement, discrètement. J'ai les papiers prêts depuis 5 ans, dit-elle sans hésitation. Donne-moi 1 heure. Je t'enverrai par email tout ce que tu dois signer électroniquement. On va commencer par révoquer sa procuration sur le compte d'investissement joint. J'avais oublié ça. Un compte que j'avais ouvert il y a des années pour la retraite de mon père, avec lui comme bénéficiaire et avec une procuration limitée en cas d'urgence médicale. Il l'avait clairement vu comme une autre partie de mon portefeuille à laquelle il avait droit. Faisons-le, dis-je. Tout. En 1 heure, ma boîte de réception était pleine de documents. Avec Laure au téléphone me guidant à travers le jargon juridique, j'ai commencé à démanteler la prison financière que je m'étais construite. Chaque clic de souris était un coup de ciseau dans les fils qui me retenaient à eux. D'abord, les fiducies. La fiducie qui détenait le titre de propriété de la maison de Marion a été immédiatement transférée à une nouvelle société holding, dont mon père ignorait tout. La fiducie que j'avais établie pour sa propre retraite a été gelée. Il ne pourrait pas toucher un centime sans mon consentement explicite et notarié. Ensuite, les comptes. Son accès partagé à mon portefeuille d'investissement principal a été révoqué. Son nom a été effacé de tout. J'ai déplacé la majorité de mes actifs liquides vers un nouveau compte privé dans une autre banque, une qu'il ne pourrait pas tracer. Le processus était silencieux, numérique et complet. J'utilisais les compétences mêmes qu'il avait toujours qualifiées de frime pour créer un pare-feu qu'il ne pourrait jamais franchir. Ma compétence était maintenant mon bouclier. Quand la séparation financière a été complète, j'ai commencé la boîte. J'ai trouvé une simple boîte d'expédition en carton dans mon placard. J'ai parcouru mes dossiers, sortant des copies de chaque transaction majeure, une copie du chèque de banque pour les frais de scolarité de Marion, l'acte de transfert de leur maison, les factures du wedding plané, du traiteur, du fleuriste, toutes marquées et payées en totalité par ma SARL. J'ai imprimé des relevés bancaires montrant les douzaines de petits virements au fil des ans, ceux pour les pannes de voiture et les dettes de carte de crédit. J'ai fait des captures d'écran de chaque SMS suppliant de Marion. De chaque email exigeant de mon père. Chaque morceau de papier était un reçu pour un morceau de ma vie que j'avais donné. Les empiler dans la boîte me donnait l'impression de les récupérer. C'était une manifestation physique de mon sacrifice silencieux. Puis j'ai trouvé ce que je cherchais. Une copie du formulaire d'autorisation que mon père avait utilisé il y a 3 ans pour puiser dans notre compte joint afin de couvrir un de ses mauvais investissements. Il m'avait dit qu'il signerait pour moi puisque j'étais en voyage. J'ai regardé la signature à mon nom. C'était une falsification correcte, assez bonne pour tromper un employé de banque qui ne faisait pas attention. À l'époque, j'avais laissé passer. C'était plus facile que de commencer une dispute. Maintenant, c'était une preuve. J'ai tout mis dans la boîte. Sur le dessus de la pile, j'ai mis une petite clé USB.
Elle contenait des copies numériques de tout, plus un enregistrement d'un message vocal qu'il m'avait laissé l'année dernière, me disant d'être une bonne fille et de gérer le dernier gâchis financier de Marion. Enfin, j'ai pris une simple feuille de papier et j'ai écrit une courte note simple. Mon écriture était claire et ferme. Tu as dit que la famille passait en premier. Peut-être que l'honnêteté devrait passer avant cela. J'ai plié la note et l'ai placée sur la clé USB. J'ai scellé la boîte avec du ruban d'emballage. Elle était lourde. Elle semblait aussi lourde que toute ma vie d'adulte. Je suis allé à la porte d'entrée et j'ai placé la boîte sur le porche, juste là où il serait sûr de la voir quand il reviendrait demain, attendant un chèque. Mon plan était silencieux, légal et complet. Il n'y aurait pas de confrontation dramatique, pas de scène de cri. Mon départ de leur vie serait aussi silencieux et efficace qu'une de mes transactions commerciales. Je n'ai pas dormi. Après que la boîte a été emballée et les comptes sécurisés, j'ai traversé ma maison. C'était une belle maison remplie de choses que j'avais choisies et payées. C'était mon sanctuaire, mais ce soir, elle ressemblait à une cage dorée avec les profits de ma servitude sans fin. J'ai touché le marbre frais du plan de travail de la cuisine, j'ai passé ma main sur le cuir souple du canapé. C'étaient les récompenses pour être la forte, et j'étais prête à tout laisser derrière moi. J'ai fait une valise. Des choses pratiques, des jeans, des pulls, quelques bons livres, mon ordinateur portable. J'ai laissé les vêtements chers dans le placard, les bijoux dans leur boîte. Je faisais peau neuve et je voulais voyager léger. La personne que je devenais n'avait pas besoin de ces choses. À 4h30 du matin, j'ai appelé un VTC. La ville était encore sombre et silencieuse alors que nous roulions vers l'aéroport. La ligne d'horizon familière, habituellement une source de fierté pour moi, semblait étrangère. Les immeubles imposants ressemblaient à des monuments d'une vie qui n'était plus la mienne. Je les ai regardés dans le rétroviseur jusqu'à ce qu'ils ne soient plus qu'une faible lueur contre le ciel sombre. Je n'ai ressenti aucune tristesse, aucune nostalgie, juste un sentiment tranquille de mouvement vers l'avant. L'aéroport était une caverne de calme feutré à cette heure-là. Le chaos habituel n'avait pas commencé. Les quelques personnes présentes marchaient avec un but tranquille. Je me sentais anonyme et ce sentiment était un soulagement. Je n'étais ni une sœur ni une fille ici. Je n'étais la solution aux problèmes de personne. J'étais juste une femme avec une valise. Je me suis approché du tableau des départs. Un écran immense affichant une centaine de futurs différents. Mes yeux ont parcouru la liste des villes. Paris, Londres, Tokyo. Pendant un instant, j'ai été tenté, mais je ne cherchais pas une évasion dans le bruit et la distraction. Je cherchais le calme. Je cherchais un endroit où le paysage était plus grand que mes problèmes. Mes yeux se sont posés sur un nom, Rennes, Bretagne. De là, je savais que je pouvais prendre une voiture et remonter la côte. J'ai pensé aux photos que j'avais vues en ligne. Des rivages rocheux, des vagues déferlantes, des forêts de pins qui sentaient la résine. Un endroit où la nature était bruyante et les gens silencieux. Ça semblait juste. Un aller simple pour Rennes, s'il vous plaît, dis-je à l'agent au comptoir. Elle sourit poliment, ses doigts tapotant sur le clavier. Aller simple, confirma-t-elle. Oui, dis-je, les mots semblant solides et réels. Aller simple. J'ai trouvé ma porte d'embarquement et je me suis assise, regardant le ciel s'éclaircir lentement du noir à un doux gris d'avant l'aube. J'ai acheté un café et l'ai bu lentement, sentant la chaleur se répandre en moi. Je n'ai pas consulté mon téléphone. Je n'en avais pas besoin. Je savais ce qui se passait. Mon père se réveillait, confiant. Marion faisait probablement la grasse matinée, soulagée. Ils vivaient leurs dernières heures d'ignorance bienheureuse. Ils croyaient que j'étais à la maison, en train de préparer le virement, de me préparer à rentrer dans le rang. Quand ils ont appelé mon vol pour l'embarquement, je me suis levé et j'ai marché le long de la passerelle sans un seul regard en arrière. J'ai trouvé mon siège près du hublot et j'ai bouclé ma ceinture. Les clics et les annonces banales de la routine de prévol étaient réconfortants. C'étaient les sons d'un système qui fonctionnait, d'un voyage avec un début et une fin claire. L'avion a roulé sur la piste et s'est arrêté. Pendant un instant, tout était immobile. J'ai regardé par le hublot la ville tentaculaire qui s'éveillait en dessous. Une ville pleine de mon histoire. Une ville pleine de leurs attentes. Puis les moteurs ont rugi. L'avion a bondi en avant, me pressant contre mon siège. La vitesse était exaltante. Et puis est venu le moment du décollage.
Ce sentiment impossible de quitter la Terre. Le sol s'est dérobé, et la ville s'est réduite à une carte d'elle-même. Les bâtiments qui avaient semblé si imposants n'étaient plus que de minuscules carrés. Les autoroutes n'étaient que des lignes grises. Tout ce qui m'avait semblé si lourd, si suffocant, était maintenant petit et distant. Alors que l'avion montait à travers les nuages et dans la lumière vive et pure du soleil, j'ai enfin expiré. C'était une respiration que j'avais l'impression de retenir depuis toute ma vie. C'était un relâchement de pression, d'obligation, d'un poids que j'avais même oublié que je portais. Pendant des années, j'avais été leur filet de sécurité, toujours là pour les rattraper quand ils tombaient. Maintenant, j'étais la conséquence, l'espace vide où se trouvait le filet. Et pour la première fois, je me sentais vraiment, complètement libre. J'étais à 1000 kilomètres de là, assise sur la petite terrasse battue par les vents d'un cottage loué en Bretagne. L'air sentait le sel et le pain. Dans ma main, je tenais une tasse de café chaude, et sur la petite table à côté de moi, mon téléphone était posé, affichant un flux en direct de la caméra de ma sonnette. Il était exactement midi, heure de Paris. Je savais qu'il serait à l'heure. La ponctualité était une forme de contrôle, et mon père était tout sauf contrôlant. Pile à l'heure, sa berline noire s'est garée le long du trottoir. La voiture elle-même était une déclaration, une machine élégante et agressive qui coûtait plus cher que la maison de la plupart des gens. Il est sorti, ajustant la veste de son costume, son mouvement raide de colère. Marion est sortie du côté passager. Même sur le flux de caméras granuleux, elle avait l'air défaite. Ses cheveux étaient en désordre et son visage était bouffi par les pleurs. Sa fragilité, autrefois une arme, ressemblait maintenant à un véritable épuisement. Mon père a gravi l'allée en pierre, Marion traînant quelques pas derrière lui. Il n'a pas frappé. Il a martelé la porte avec le côté de son poing, le son résonnant à travers le haut-parleur de mon téléphone. « Claire, ouvre. » On avait un accord, a-t-il crié. Sa voix était empreinte du ton familier de commandement. Mais en dessous, je pouvais entendre un tremblement de panique. L'argent n'était pas arrivé. Sa solution parfaite avait échoué. Il a martelé à nouveau, plus fort cette fois. « Claire, ce n'est pas un jeu. Tu as dit d'accord. » Marion se tordait les mains, regardant nerveusement autour d'elle comme si les voisins pouvaient regarder. « Papa, peut-être qu'elle n'est pas à la maison, dit-elle, sa voix fine et faible. « Elle est à la maison, grogna-t-il. Elle essaie juste de marquer un point. » C'est alors qu'il l'a vue. La simple boîte en carton marron posée juste à côté du paillasson. Il s'est arrêté, son poing toujours levé. Il l'a fixé pendant un long moment. Marion a regardé par-dessus son épaule, son expression confuse. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Mon père n'a pas répondu. Il s'est penché prudemment, comme si la boîte pouvait être un piège, et l'a soulevée. Il l'a secouée doucement, puis l'a posée sur la balustrade du porche et a déchiré le ruban d'emballage. Ses mouvements étaient brusques, impatients. Il a ouvert les rabats et a regardé à l'intérieur. De mon point de vue, je ne pouvais pas voir clairement son visage, seulement l'arrière de sa tête et ses épaules rigides. Il a plongé la main à l'intérieur et a sorti la première pile de papier. C'étaient les reçus des virées shopping de Marion. Il les a feuilletés, son mouvement ralentissant. Il a sorti la pile suivante, les factures du mariage. Puis l'acte de propriété de leur maison avec le nom de ma SARL imprimé en lettres claires et nettes. Je l'ai regardé rester là, immobile, pendant ce qui a semblé une éternité. Il était en train de traiter l'information. Il voyait pour la première fois le coût total et documenté de ses attentes. Il voyait mes 30 ans de silence, quantifiés et détaillés. Marion s'est approchée. « Papa, qu'est-ce que c'est ?» Il l'a ignoré. Il a replongé la main dans la boîte et a sorti la copie du formulaire d'autorisation, celui avec sa falsification de ma signature. Il l'a tenue en l'air, la simple feuille de papier tremblant légèrement dans sa main. C'était celle-là, la preuve que son contrôle avait franchi la ligne du crime. C'était le reçu de sa trahison ultime. Finalement, sa main a trouvé la petite clé USB. Il l'a regardée, confus. Puis il a vu la petite enceinte Bluetooth portable que j'avais laissée sur la table du Porsche, complètement chargée. C'était un homme qui comprenait la technologie. Il savait quoi faire. Avec quelques mouvements maladroits, il a connecté la clé. Un moment de grésillement. Et puis ma voix a rempli l'air calme de l'après-midi. Elle était calme, stable et dénuée d'émotion.
C'était la voix que j'utilisais pour mes présentations professionnelles. Papa, a dit ma voix depuis l'enceinte. Pendant des années, tu m'as dit que mes plus grands atouts étaient mon intelligence et mon éthique de travail. Tu avais raison. Tu m'as appris à construire un portefeuille, à utiliser des actifs et à réduire les pertes sur un mauvais investissement. Tu m'as appris le contrôle, mais tu ne m'as jamais appris la compassion pour moi-même. Ce n'est pas une vengeance. C'est un reçu pour une dette qui n'a jamais été la mienne à payer. L'enregistrement s'est terminé. Le seul son était le gazouillis d'un oiseau quelque part dans la rue. Il s'est figé. Ce ne fut pas un effondrement dramatique. Ce fut un effritement interne silencieux. Ses épaules, qui avaient été si carrées et confiantes, se sont affaissées. L'arrogance a quitté son visage, laissant derrière elle le masque fatigué et ridé d'un vieil homme. L'illusion de son pouvoir, la fondation sur laquelle il avait bâti toute sa vie, s'est fissurée. Il a baissé les yeux sur les papiers dans sa main, non pas comme un roi inspectant son royaume, mais comme un homme lisant sa propre nécrologie. Marion fixait simplement l'enceinte, la bouche légèrement ouverte. Les taches de mascara sur ses joues ressortaient maintenant sur sa peau pâle. Elle n'était plus seulement coupable. Elle était impliquée. Lentement, méthodiquement, il a remis chaque morceau de papier dans la boîte. Il a fermé les rabats. Il n'a plus regardé la porte. Il s'est retourné à sa voiture et est parti, laissant Marion seule sur le porche avec les décombres de leur vie. En Bretagne, les jours ont pris un nouveau rythme. C'était un rythme dicté par les marées, pas par les échéances. Je me réveillais avec le soleil, buvais mon café sur la terrasse en regardant les bateaux de pêcheurs partir, et faisais de longues promenades le long de la côte rocheuse. J'étais à 1000 kilomètres du chaos, et la distance me donnait l'impression d'être dans un autre univers. Le calme était absolu. C'était le genre de calme qui vous permet de vous entendre penser pour la première fois depuis des années. Les retombées ont commencé en quelques jours. Je ne cherchais pas les nouvelles, mais elles me trouvaient quand même, sous forme de mise à jour calme et clinique de l'or. La banque principale de son entreprise vient de signaler ses comptes pour un audit interne, m'a-t-elle dit au téléphone un après-midi. Sa voix était calme, professionnelle. Quand tu as déplacé tes actifs, ça a dû déclencher une douzaine d'alarmes de liquidité. La banque est devenue nerveuse. Il semble que son entreprise était plus dépendante de ta fortune personnelle que nous ne le pensions. J'ai imaginé mon père dans une salle de réunion, sa confiance habituelle disparue, essayant d'expliquer à une équipe d'auditeurs pourquoi ses fondations financières s'étaient soudainement évanouies. Il avait construit un château de cartes sur ma stabilité, et je venais de retirer la carte du bas. Puis est venu l'effondrement sur les réseaux sociaux. La présence en ligne de Marion était un fantasme soigneusement entretenu de brunch de luxe, de sacs de créateurs et de vacances exotiques. Toute son identité était construite sur un style de vie qu'elle n'avait pas gagné. Mais Internet est brutal. Quelqu'un a dû parler. Un murmure d'un employé mécontent du cabinet de mon père, peut-être, ou une amie à qui elle s'était vantée. Les commentaires sur sa page Instagram populaire ont commencé à tourner. Des dettes? Je croyais que tu étais riche. C'est pas sa sœur qui payait pour tout ça? J'ai entendu dire qu'elle s'est fait couper les vivres. Profite bien de ce sac Chanel, j'espère qu'il valait 800 000 €. Les publications se sont arrêtées. Sa page vibrante et colorée est devenue silencieuse. La façade de luxe s'était effondrée, révélant la vérité laide et désespérée en dessous. Laure m'a dit que Thierry avait disparu. Son SMS à Marion disait simplement qu'il partait en voyage d'affaires et avait besoin d'espace. Il avait été un partenaire dans son fantasme, mais il n'avait aucun intérêt à être un partenaire dans sa réalité. Les créanciers ont commencé à appeler le bureau de mon père, puis sa maison. Les demandes polies de paiement se sont transformées en exigences agressives et incessantes. Ils n'avaient plus affaire à un homme puissant qui pouvait faire disparaître les problèmes. Ils avaient affaire à un débiteur. Son silence, autrefois un outil d'intimidation, était maintenant le silence lourd de la honte. Je ressentais un étrange sentiment de détachement de tout cela. C'était comme lire une histoire sur des gens que je connaissais autrefois. Il n'y avait aucune satisfaction, aucun sentiment triomphant de vengeance. Il n'y avait qu'un sentiment calme et triste d'inévitabilité. Cela allait toujours arriver. Je n'avais pas causé l'effondrement. J'avais juste arrêté de l'empêcher. J'avais laissé la gravité faire son travail. Un soir, j'étais assise sur un grand rocher lisse surplombant l'océan. Les vagues se brisaient contre le rivage dans un rythme régulier et puissant.
Elles étaient implacables, insensibles et complètement prévisibles. Pendant des années, j'avais été le contraire. J'avais été le mur qui retenait la marée de leurs conséquences. J'avais absorbé le chaos. Je les avais protégées de leur propre choix. Maintenant, j'étais assise sur une terrasse louée, regardant les vagues au lieu du chaos. J'avais choisi le rythme de l'océan plutôt que le bruit de leur vie. Le prix de leur stabilité avait été ma paix, et j'avais finalement décidé de me rembourser. Une semaine après la boîte, Laure a appelé avec une autre mise à jour. Sa voix était calme comme toujours. Il s'effondre, Claire, dit-elle. Il a mis la maison en vente. Pas la maison de Marion, la sienne. La grande en banlieue, et il vend la berline. J'écoutais, imaginant la maison où j'avais grandi, la pelouse manucurée, les pièces surdimensionnées remplies de choses destinées à impressionner les gens. C'était une scène, et mon père avait été l'acteur principal. Maintenant, il vendait le décor. Il doit le faire, dis-je, ma voix calme. Ce n'était pas dit avec méchanceté. C'était une simple déclaration de fait. On ne peut pas recommencer à zéro avant d'avoir touché le fond. Je suis d'accord, dit Laure. Je voulais juste que tu saches que le pare-feu tient. Quelques-uns de leurs créanciers ont essayé de s'en prendre à ta SARL, mais les papiers sont blindés. Tu es intouchable. Intouchable. Le mot a flotté dans l'air après que nous ayons raccroché. Pendant si longtemps, j'avais été la personne la plus touchable de leur vie. Toujours disponible, toujours accessible, toujours là pour résoudre le problème. Être intouchable ressemblait à un super pouvoir. Puis une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu avec un indicatif familier. Mon premier instinct a été de l'ignorer. J'étais devenue farouchement protectrice de ma nouvelle paix. Mais quelque chose m'a poussé à répondre. J'ai porté le téléphone à mon oreille sans rien dire. Pendant quelques secondes, il n'y eut que le bruit d'une respiration à l'autre bout du fil. Puis une voix, claire. C'était mon père. Mais ce n'était pas sa voix. Le commandement avait disparu. L'arrogance avait disparu. Elle était calme, dépouillée. C'était la voix d'un homme qui avait tout perdu, y compris ses illusions. J'ai attendu. Il faut qu'on parle, dit-il. Ce n'était pas une exigence. Cela ressemblait à une supplique. Il n'y a rien à dire, papa, dis-je. Ma voix était neutre. Pas froide, juste factuelle. Il y eut une longue pause. Je pouvais entendre le faible bruit des voitures en arrière-plan de son côté. Il était probablement assis dans sa maison à moitié vide, les déménageurs ayant déjà emporté les meubles coûteux. Tu m'as embarrassé, a-t-il admis. Et j'ai entendu une lueur du vieux Jacques Dubois. Tu as déballé notre linge sale aux yeux du monde. C'est vous qui avez sali le linge, ai-je répondu calmement. J'ai simplement arrêté de le laver pour vous. Le silence qui a suivi était différent. Il n'était pas colérique. Il était vaincu. Je l'ai entendu prendre une respiration tremblante. Tu avais raison, a-t-il finalement murmuré. Les mots semblaient être arrachés de lui. Lourd et douloureux. Dans la boîte. La note, tout ça. Je ne sauvais jamais la famille. Je la contrôlais. Je gérais des actifs. Et toi, tu étais mon meilleur. C'était la chose la plus honnête et la plus laide qu'il m'ait jamais dite. Et à sa manière tordue, c'était la chose la plus proche qu'il ait jamais faite pour me dire ma valeur. Quelque chose en moi. Un nœud dur de ressentiment que j'avais porté pendant des décennies s'est adouci. Ce n'était pas du pardon. C'était juste un relâchement. Tu m'as appris les affaires, papa, dis-je doucement, l'océan rugissant doucement en arrière-plan. Tu m'as appris à lire un bilan et à repérer un mauvais investissement, mais tu ne m'as jamais appris l'amour. Sa voix, quand il a finalement parlé, était épaisse de quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Du regret, peut-être, ou juste l'épuisement d'un homme qui était à court de mensonges. J'apprends maintenant, a-t-il murmuré, puis il a raccroché. Je suis resté là, sur ma terrasse, le téléphone toujours collé à mon oreille, écoutant la tonalité. Je ne me sentais pas heureuse. Je ne me sentais pas victorieuse. Je ressentais juste une profonde et douloureuse tristesse pour l'homme qui avait dû perdre une fortune juste pour apprendre la valeur d'une fille. 3 mois plus tard, la Bretagne était devenue ma maison. Le cottage loué était maintenant le mien, acheté content. L'océan était bruyant,
mais le calme en moi était plus fort. J'avais trouvé un nouveau rythme, un qui n'appartenait qu'à moi. J'ai commencé à donner des ateliers gratuits d'éducation financière pour les femmes du centre social local. La salle était toujours pleine. Elle était remplie de filles, de sœurs et d'épouses qui, d'une manière ou d'une autre, avaient toutes été formées pour régler les problèmes de tout le monde avant les leurs. C'étaient des femmes à qui on avait dit que vouloir l'indépendance financière était égoïste. C'étaient des femmes qui s'étaient portées garantes pour des petits amis peu recommandables, qui avaient vidé leurs économies pour des frères et sœurs en difficulté, qui avaient mis les besoins de leur famille si loin devant les leurs qu'elles avaient oublié qu'elles en avaient. Je leur ai appris à établir un budget, à investir, à créer des SARL pour protéger leurs actifs. Mais surtout, je leur ai appris les limites. Votre argent est un outil, leur disais-je, en regardant leurs visages avides et fatigués. C'est un outil pour vous construire une vie. Ce n'est pas une obligation que vous devez à quiconque partage votre nom de famille. Quand je leur disais, parfois, partir est la chose la plus généreuse que vous puissiez faire pour vous-même et pour eux, elles hochaient la tête. Elles hochaient la tête parce qu'elles savaient. Elles connaissaient l'épuisement d'être la forte. Elles comprenaient le poids écrasant d'être le filet de sécurité sans fin. Dans cette petite pièce poussiéreuse, nous n'étions pas des étrangères. Nous étions des survivantes. Je me guérissais en les aidant à apprendre à se guérir elles-mêmes. Un après-midi, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, mais pas le même qu'auparavant. J'ai répondu. Claire. La voix était hésitante, incertaine. C'était Marion. Salut, Marion, dis-je, ma voix neutre. Salut, dit-elle. Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles. Je t'écoute, dis-je. Je pouvais l'entendre prendre une profonde inspiration. J'ai trouvé un travail, dit-elle. Je suis réceptionniste dans un cabinet dentaire. Ça ne paie pas beaucoup, mais c'est à moi. L'humilité dans sa voix était stupéfiante. La Marion que je connaissais n'aurait pas pu admettre un travail aussi normal et peu glamour. Thierry est parti, a-t-elle ajouté presque après coup. Il a vidé le compte joint. Je suppose que je l'avais bien mérité. Je suis désolé de l'apprendre, dis-je. Et je le pensais. Ne le sois pas, dit-elle rapidement. C'est pas grave. C'est dur, mais c'est réel. Je voulais juste te dire merci. J'étais confuse. Pourquoi? Sa voix s'est un peu cassée. Pour ne pas m'avoir sauvé, dit-elle. Pour ne pas avoir donné l'argent à papa. Si tu l'avais fait, je serais toujours avec Thierry. On serait toujours en train de mentir et de dépenser, et ça aurait empiré. C'est la première fois de toute ma vie que je dois être une adulte, et c'est terrifiant, mais c'est à moi. Elle a fait une pause. Merci de m'avoir laissé échouer. J'ai fermé les yeux. Toutes ces années, j'avais pensé que la sauver était mon travail. Je pensais que c'était ça, l'amour. Et la voilà qui me remerciait de l'avoir finalement laissé partir. Et pour la première fois, ces paroles ne sonnaient pas comme une manipulation. Elles sonnaient comme un pardon. Quelques semaines plus tard, une carte postale est arrivée dans ma boîte aux lettres. La photo sur le devant était celle d'un quai de pêche délavé quelque part sur la Côte d'Azur. C'était le genre de carte bon marché et fragile qu'on achète dans une station-service. Je l'ai retournée. L'écriture était celle de mon père, mais elle était inégale, tremblante. Elle ressemblait à l'écriture d'un vieil homme. Le message ne contenait que quelques mots. Tu avais raison. Je t'ai appris le profit, pas la paix. J'apprends maintenant. Fier de toi. Papa. Fier de toi. 3 mots que j'avais passé toute ma vie à essayer de mériter. 3 mots qui avaient toujours été réservés aux accomplissements imaginaires de Marion. Et maintenant les voilà, écrits au dos d'une carte postale bon marché. Ils étaient arrivés bien après que j'ai cessé d'avoir besoin de les entendre, ce qui, je m'en suis rendu compte, était la seule raison pour laquelle je pouvais enfin y croire. J'ai pris la carte postale à l'intérieur et l'ai épinglée sur le tableau de liège au-dessus de mon bureau. Ce n'était pas un trophée. Ce n'était pas un prix. C'était juste une reconnaissance silencieuse, un point à la fin d'une très longue phrase. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai enfilé un pull et je suis descendu à la plage. La lune était pleine, jetant un chemin argenté sur l'eau sombre. L'air était frais et vif, et le seul son était le fracas et le retrait rythmique et constant des vagues contre les rochers.
J'ai marché le long du rivage pendant un long moment, le vent frais s'enroulant autour de moi. J'ai pensé à la boîte, aux appels téléphoniques, à la carte postale. J'ai pensé à la femme qui avait fait une valise au milieu de la nuit et à la femme qui se tenait ici maintenant. C'était la même personne, mais elles étaient aussi complètement différentes. Pendant tant d'années, ma vie avait tourné autour d'eux, de leurs drames, de leurs besoins, de leur chaos. Je m'étais défini par mon rôle dans leur vie. La sauveuse, la pourvoyeuse, la forte. Maintenant, debout ici avec rien d'autre que le bruit de la mer pour compagnie, je sentais le vaste espace vide où se trouvait toute cette obligation. Et il n'était pas vide du tout. Il était rempli de paix. Les vagues murmuraient contre les rochers, un son qui existe depuis des millions d'années et existera pendant des millions d'autres. C'était un son qui ne connaissait rien à la dette, à la famille ou à la culpabilité. J'ai pris une profonde inspiration de l'air salin et j'ai murmuré en retour dans le vent. On ne peut pas perdre ce qui vous a finalement libéré. Il n'y avait pas de larmes. Il n'y avait pas de culpabilité persistante. Il n'y avait que le son puissant et régulier de la mer et la liberté tranquille et inébranlable qui n'a besoin de la permission de personne pour exister.